Merci, Monsieur Amouyal, de votre présentation. Je vais à présent relayer les questions, mais peut-être la première question qui me vient à l'esprit pour commencer, ça serait celle-ci. Je me demande en fait comment les indicateurs sont à la fois choisis et élaborés par les autorités publiques, par les différents niveaux des autorités publiques, hein, que ce soit le ministère ou les ARS, compte tenu effectivement de leur faiblesse potentielle et comment est-ce que on peut justifier certaines politiques publiques en sachant que les chiffres eux-mêmes peuvent nous tromper. Voilà, c'est ce contexte d'incertitude qui m'interrogeait en vous écoutant. Une incertitude qu'on ne peut Alors, probablement pas réduire, mais qu'on doit penser. sur les chiffres, là, ça a été toujours la grande question, c'est-à-dire qu'on se sert du nombre de cas positifs, mais il faut en connaître les limites. Alors, ce qui peut être compris, c'est que si on a toujours le même biais, le fait de suivre en permanence le même chiffre avec le même biais permet d'avoir une idée de l'évolution, mais pas une idée de la valeur absolue. Or, ce qui est important, c'est l'évolution et les tendances. Sauf que quand vous voyez que le biais peut être variable, en particulier en fonction du nombre de tests, ça pose des questions. Aujourd'hui, c'est essentiellement ce taux d'incidence qui est pris en compte par le gouvernement. Les taux qui sont pris, c'est le taux d'incidence sur 7 jours pour 100 000 habitants, c'est la positivité des tests, et je vous ai montré comment ça pouvait être trompeur, c'est le nombre d'hospitalisations, le nombre d'entrées en réanimation et le nombre de décès. Aujourd'hui, on ne parle plus que du nombre de cas positifs, qui est un de ceux qui est quand même, enfin, le nombre de cas positifs mesuré par l'incidence, bien sûr, qui reste quand même un des indicateurs les plus flous. Il serait très intéressant d'avoir les autres. Alors, on peut les avoir, mais il est difficile de les trouver. Soit vous les recalculez vous-même, soit vous allez sur des sites comme Covid Tracker qui vous les donnent, mais la communication est quand même très parcellaire. Alors, ça fait beaucoup de chiffres, tout le monde n'est peut-être pas capable d'absorber tous ces chiffres et ça peut lasser les gens. Mais voilà, aujourd'hui, ce qu'on aimerait savoir, c'est est-ce qu'on suit les chiffres? Vous avez vu que les suivre au jour le jour n'a pas de sens. Il faut les suivre, mettre des modèles, faire des projections. L'Institut Pasteur, l'équipe d'Arnaud Fontanet fait ça extrêmement bien. Maintenant, c'est est-ce que les gens peuvent comprendre, les politiques, les décideurs peuvent comprendre de ce qu'est une projection, en sachant qu'une projection a un intérêt, surtout, c'est de prévenir pour anticiper et faire en sorte qu'elle ne se réalise pas. Mais après la troisième projection, malheureusement, je reste un petit peu sceptique sur les messages qui passent, surtout sur la dernière, où on a été accusé d'avoir annoncé des pics en février qui n'existaient pas, ce qui était faux. En février, personne n'a annoncé de pic. Au contraire, on a eu tendance à démontrer le plateau en disant que c'était à partir de la mi-mars qu'on allait changer de rythme d'épidémie avec le variant britannique. Je vous remercie de votre réponse. Alors, une internaute, Amélie Petit, nous pose la question. Alors, elle vous remercie pour votre intervention et elle pose cette question. Que pensez-vous de l'usage des modèles en matière de politique publique pour orienter la décision politique? Et quels obstacles rencontrent les épidémiologistes pour être entendus par le gouvernement? Alors, il y a une nouvelle question, du coup, ça a sauté. Ces obstacles ont-ils évolué au cours de la gestion de l'épidémie? Donc, les obstacles que rencontrent les épidémiologistes pour être entendus par le gouvernement. Écoutez, j'ai des contacts avec la plupart des épidémiologistes qui interviennent, au moins ceux patentés qui trouvent des choses assez raisonnables, parce qu'il y a beaucoup. La France comptait à peu près une centaine d'épidémiologistes au mois de novembre 2019. Il y en a environ aujourd'hui 30 millions. Donc parmi les 100 qui étaient avant, on a l'habitude de se téléphoner, parce que quand on sort des chiffres de projection de ce type-là, on est un peu paniqué par les projections qu'on fait. Donc on aime bien avoir des confirmations d'autres personnes, et c'est l'avantage d'avoir ces données ouvertes. Y compris au sein du conseil scientifique, il y a des épidémiologistes qui trouvent les mêmes projections. Si vous regardez les projections qui sont sorties pour la deuxième vague, elles sont toutes à peu de choses près de même nature, que ce soit celle de l'INSERM avec Patricia Coliza, que ce soit celle du conseil scientifique avec Arnaud Fontanet, que ce soit Dominique Costagliola ou les nôtres. On trouve à peu de choses près la même chose. Pour la deuxième, on a le même type de problème. Alors, on a eu des décalages parce qu'en fait, il y a eu des variations qu'on ne s'est pas expliquées dans le plateau. À un moment, on a vu les plateaux descendre, mais on a vu la même chose en septembre. Alors, est-ce que c'est des problèmes d'identification de cas, de variation de tests? On n'en sait rien. Donc, on a eu des petites variations, mais grosso modo, on annonçait tous que pour fin mars, il allait
une nouvelle vague allait apparaître, une troisième vague allait apparaître. Alors, on a essayé de le dire souvent, mais à chaque fois, il y a une espèce de... Enfin, je voudrais dire tout de suite, là, hein, parce qu'on a entendu, notamment au niveau de la deuxième vague et du début de la troisième, il n'y a pas eu de dictature sanitaire. S'il y avait une dictature sanitaire, je pense qu'on aurait anticipé beaucoup plus de choses. Il y a eu des décisions que je peux comprendre, c'est ce qu'on avait fait quand on avait proposé ce confinement éco-compatible, en disant que voilà, toutes les mesures de confinement dur ne sont pas nécessaires. Je suis parmi ceux qui sont pour l'ouverture des écoles sous réserve de s'en donner les moyens, mais bon, on peut laisser les écoles ouvertes, je pense, hein, pour différentes raisons, sous réserve de systèmes de protection et de protocoles sanitaires. Mais voilà quoi, je ne sais pas comment les décisions se prennent, puisqu'elles se prennent dans un système qui est totalement géré comme un phénomène de guerre. Hein. On n'est pas dans une guerre, on est dans une crise sanitaire au sein d'un conseil de défense. Donc le mécanisme de prise de décision, je vous avoue humblement, Amélie, que j'en ai aucune idée. Merci de votre réponse. Alors, il y a plusieurs questions qui sont posées sur la nature des chiffres en eux-mêmes, comme la question de Françoise Bloch. Prendre comme indicateur les tests PCR est plus que trompeur puisque ces tests sont amplifiés. Et quand on voit le rapport test positif, nombre de personnes en réanimation, il y a un vrai problème, d'autant qu'on ne sait pas précisément la cause des décès. Voilà, il y a plusieurs questions qui portent en réalité sur l'incertitude quant aux chiffres qu'on produit et aux actions qu'on peut en tirer. Alors, même quand on a des chiffres qui ne sont pas forcément de bonne qualité, ce qui est important, c'est de connaître où sont leurs défauts et de les interpréter en fonction de leurs défauts. Ce qui est important, c'est idéalement qu'à chaque fois, et à chaque mesure, on ait les mêmes défauts ou les mêmes biais. Ça permet de voir une tendance. Mais il faut les prendre avec recul par rapport à toutes les limites qu'on a vues ici. Les corréler les uns avec les autres est extrêmement difficile. Donc on les prend par package avec le sens qu'ils ont eux-mêmes, avec, à mon avis, la référence qu'on utilise nous toujours pour l'évolution, c'est les réanimations, parce que là on sait que le calcul est exhaustif et que les tests sont faits et qu'il y a un suivi, mais ils sont extrêmement tardifs. L'autre dont je pense qui est très intéressant mais qui est relativement peu utilisé, ce sont les résultats du réseau Bépine, qui là encore donne une mesure non biaisée. Avec ces deux éléments, on a quelque chose qui a une vision très prospective, c'est ce qu'il y a dans le réseau Bépine, et il y a l'autre vision qui va mesurer la saturation du système de santé, qui est quand même un des gros problèmes de cette épidémie. Donc avec ces deux éléments, on a des informations, et on regarde toutes les autres étapes intermédiaires. Comme on sait quelques relations, on regarde si elles vont dans des tendances qui sont compatibles. Mais on ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas dire combien il y a de sujets. Pour faire ça, il faudrait faire comme font d'autres pays, comme font les Anglais par exemple. Je vais reprendre les Anglais, hein, il y a une culture épidémiologique très forte au Royaume-Uni. C'est eux qui ont par exemple déterminé le nombre de sujets qui sont potentiellement asymptomatiques mais positifs. Comment ils ont fait? Ils ont fait des tirages au sort avec l'INSEE local. Ils ont envoyé des tests par la poste, ils ont fait faire des prélèvements salivaires et ils ont vu qu'il y avait, lorsqu'on détectait en général un test dans quelqu'un qui venait se faire dépister par RT-PCR, il y en avait 1,5 autres qui étaient positifs. Je vais prendre juste un exemple. En France, on détecte 40 000 cas tous les jours. Si on prend ce ratio-là, ça veut dire qu'il y a 80 000 à 90 000 personnes qui se baladent avec un chiffre positif. Chaque jour, nouvelle. Comme vous restez contaminant pendant 6 jours, ça veut dire qu'en France, il y a 500 000 à 600 000 personnes qui sont susceptibles de vous contaminer. Quand vous voyez qu'on est 60 millions de Français, vous voyez qu'on est quand même à un niveau de transmission et de contamination qui est relativement important. Donc voilà ce qu'on peut tirer, d'interpréter en permanence. Il ne faut pas les prendre comme des chiffres bruts dans l'absolu. Merci Philippe pour ta réponse. Alors, on ne va pas non plus prendre encore beaucoup de temps, mais peut-être 3 dernières questions, même si elles appellent des réponses potentiellement assez longues. La première, posée par Agathe, Apolline et Marlène. Le taux de décès par thrombose en cas d'infection de Covid calculé est évalué à partir des chiffres de quelle population? Là, ce que j'ai pris là sur 250, j'ai pris les chiffres qui sont sortis par l'IMIA, les données de l'IMIA divisées par le nombre de contaminations de vaccinations en Europe. J'ai fait quelque chose
Voilà, et j'ai pris les décès, parce que ce n'est pas les thromboses, il y a plus de thromboses que ça. C'est uniquement les décès. J'ai pris quelque chose qui est comparable, c'est le risque de décès. Voilà. Alors, quelle est ta préconisation? Voilà, ça a sauté. Pour le vaccin AstraZeneca, si le risque n'est pas raisonnable, tu peux répondre si tu veux. Oui, non, moi la préconisation, et je l'ai écrit également dans une tribune en disant que pour les plus de 65 ans, il est évident que c'est un bénéfice majeur. Pour les plus de 55 ans, c'est ce qui a été décidé par la NSM, l'HAS, pardon, c'est aussi un bénéfice majeur. Les seuls qui ont réellement mesuré ça, pourquoi? Parce qu'ils avaient vacciné comme des fous avec l'Astra, c'est ce qui leur a permis de se sortir plus vite de l'épidémie, et le pays qui a un système de pharmacovigilance au top, c'est donc le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a fait une réelle balance bénéfice-risque, c'est-à-dire qu'il a calculé pour chaque classe d'âge le risque de faire un Covid et de faire une forme grave en fonction de l'âge, et ils ont mesuré systématiquement le risque de thrombose par classe d'âge, et en mettant ça sur classe d'âge par rapport au risque, le moment où sur sur une échelle de 1 à 100, vous avez un risque qui commence à être trop important de faire une thrombose par rapport au risque que vous avez de contracter la maladie et de faire une forme grave, c'est ce qu'ils ont vu à partir de l'âge de 30 ans, ils ont dit en dessous de 30 ans, la balance bénéfice-risque ne justifie pas qu'on vaccine avec l'AstraZeneca. Donc les Anglais maintenant vaccinent au-dessus de 30 ans, nous on vaccine au-dessus de 55 ans. On se pose la question si on doit vacciner un peu plus bas, mais sur l'AstraZeneca, oui, hein, je prends juste un exemple, j'ai un fils qui est médecin, quand il a eu besoin de se faire vacciner, il s'est fait vacciner à l'AstraZeneca. Donc moi de ce côté-là, j'avais aucun doute sur le bénéfice qu'il avait, du risque qu'il pouvait d'attraper, en particulier en raison de son métier, le Covid, en plus il est chirurgien, et le bénéfice qu'il tirait du vaccin AstraZeneca. Mais c'est réellement une notion de perception du risque, et la perception la plus objective si possible. Merci. Alors on va prendre deux dernières questions, mais qui en fait se rejoignent un peu. Quel est le pourcentage de vaccination nécessaire de la population pour enrayer la pandémie? Et par conséquent, compte tenu de la vaccination, à partir de quand peut-on estimer une sortie possible et un déconfinement mi-mai comme prévu par notre président? Voilà. Allez. Déjà, comment est-ce que ça se calcule, ce qu'on appelle le taux de couverture vaccinale pour une immunité collective? Il se calcule à partir, vous avez entendu parler de ce qu'on appelle le coefficient de reproduction. Coefficient de reproduction, c'est, alors j'ai un petit graphique qui vous le montre, si j'arrive à revenir au début, c'est le nombre de personnes qu'une personne contaminée va infecter. Donc là, par exemple, sur la courbe qui est ici, vous voyez que le nombre de reproduction est égal à 2. Une personne contamine 2 autres personnes. Alors, quand on avait l'ancien variant avec un taux de reproduction qui est entre 2 et 3, d'accord, vous calculez le pourcentage d'immunité en calculant une chose très simple, c'est 1 moins l'inverse du coefficient de reproduction. Donc, si le coefficient de reproduction est à 2, 1 moins 1,5, ça fait 50, donc 50% de la population, et s'il est à 3, ça fait 1 sur 1 moins 1 tiers, 60%. Donc, on pensait sur les anciens variants qu'il suffisait d'atteindre 50 à 60% de vaccination. Sauf qu'avec le variant britannique, on a un coefficient de reproduction qui est plus élevé. Il est plutôt aux alentours de 4 à 5. Donc ça veut dire qu'on est plutôt à 75 à 80% de vaccination. Et c'est ce qui est constaté dans la plupart des pays qui ont vacciné. Israël maintenant est vacciné à plus de 80%. Les Anglais sont eux vaccinés à plus de 50%, donc ils ne déconfinent pas de la même manière. Mais donc a priori l'immunité devrait être de 80%. Dedans, on peut inclure, sous réserve que l'immunité dure suffisamment, les 20% des Français qui sont contaminés actuellement. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on puisse vacciner 60% des Français. Aujourd'hui, on a 10%, enfin, on a 12 millions de Français qui sont vaccinés, donc les 10 millions de la mi-avril ont été dépassés, c'est parfait. Il va falloir atteindre 10 millions au 15 mai. Pour atteindre 10 millions au 15 mai, il faudrait qu'on vaccine à partir d'aujourd'hui 300 000 personnes par jour, tous les jours, samedi et dimanche compris. On va atteindre à ce moment-là, donc ça fait 10-20 millions de Français. Le 15 mai, on n'aura pas du tout atteint l'immunité collective. Alors 40% si on considère les Français qui sont contaminés. Donc l'immunité collective, si jamais on l'atteint, on commencera à y arriver aux alentours de l'été. Mais la seule question, c'est qu'à un moment, dans tous les pays, on arrive sur un plafond de verre. Une fois que vous avez vacciné tous ceux qui en avaient besoin parce qu'ils sont à risque, tous ceux qui en avaient envie, il va rester entre 20 et 40% des gens qui se posent des questions qui sont totalement anti-vax. Donc il va falloir les convaincre, ça va être plus difficile.
Et pour aller plus vite pour atteindre ces pourcentages, la question se pose actuellement de vacciner les moins de 18 ans, les 18-15 et les 15-11. C'est ce que vont probablement commencer à faire beaucoup de pays et ce que devrait faire la France. Et idéalement, il faudrait le faire avant la rentrée scolaire parce que dans cette population, on va avoir quand même une continuation de la circulation du virus. Et si on n'arrive pas à avoir 90% des adultes pour justement avoir 80% des Français vaccinés, il va falloir travailler chez les plus jeunes. Alors maintenant, le programme, le 15 mai, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas comment les chiffres de projection du 15 mai qu'on allait libérer ces mesures ont été faits. Il faut demander au gouvernement, je n'ai pas vu les modèles, moi je suis incapable de faire la moindre prédiction. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on peut espérer aux alentours de la rentrée commencer à avoir quelque chose qui commence à ressembler à une immunité collective. Je pense qu'il va falloir faire très attention en hiver à l'épidémie de grippe qui va avoir lieu parce que là, il y a eu 0 cas de grippe cette année, donc pas d'immunité collective de la grippe. Donc il ne faut pas que non plus on ait une épidémie de grippe au mois de décembre, essentiellement pour la surcharge hospitalière. Il va falloir voir le problème des variants. Vous avez vu que le Conseil scientifique a annoncé qu'il fallait vraiment anticiper l'arrivée du variant brésilien, éventuellement du variant indien, qui pose question. Donc je ne sais pas comment on peut donner des dates. Ce qu'on peut donner, c'est des tendances, on va s'en sortir, mais quand précisément, je ne peux pas vous le dire. Je pense que l'été qu'on va passer ne sera pas aussi libre que l'été qu'on a passé l'an dernier en 2020, parce qu'on va avoir la question de gérer la fin des vaccinations, de gérer l'arrivée éventuelle et le blocage de nouveaux variants. Désolé de ne pas être super optimiste là-dessus. Merci beaucoup, Philippe. Alors, je prie de m'excuser ceux dont on ne relèvera pas les questions, en tout cas tout de suite. On va passer à l'intervenant suivant. Notamment, il y a la question de Solène qui me paraît très importante. Les autres le sont également, mais je pense qu'on reviendra sur celle de Solène et que les autres intervenants pourront aussi y répondre. Alors, je passe tout de suite la parole à Emmanuel Didier, qui est directeur de recherche au CNRS, sociologue, membre du Comité consultatif national d'éthique, qui a consacré beaucoup de travaux aux données, au raisonnement statistique, mais aussi aux usages sociaux des données. Il est notamment l'élève et le continuateur du travail engagé par Alain Desrosières sur ces questions-là. Et Emmanuel Didier, je te remercie beaucoup d'intervenir.